Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour notre émission La quotidienne de ce jeudi, je vous propose de parler des plantes comestibles dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Donc avec Duke Menongo, on parle des plantes, on va dire, qu'on peut manger en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, pour notre rubrique Job et Éducation, je vous propose d'assister à un atelier d'illettrisme. Donc on en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et Éducation. Et enfin, pour notre rubrique, on s'occupe de vous avec Anna Chiron. Nous parlerons du Téléthon, donc un Téléthon qui s'est déroulé à Pointe-Dimier. Donc le Téléthon, vous le savez, c'est vous pouvez justement récolter ou plutôt donner des dons, faire un don pour la recherche. Ça concerne souvent les maladies rares. Voilà, donc avant de développer tous ces sujets, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Karen Cazot, qui est la directrice de l'ADEC. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la rentrée des classes, donc une conférence de presse. Vous avez donné une conférence de presse où différents thèmes ont été justement abordés. Et je sais que pour cette rentrée, donc la recherche vous tenait à cœur. Alors, quel est le travail qui sera fait sur ce thème? Alors, il faut savoir que tout ce qui était recherche-action, ça a été quand même l'année 2013 et 2014, où nous avons fait des séminaires de recherche-action. Aujourd'hui, ce n'est plus de la recherche, mais c'est de la mise en œuvre et des expérimentations qui vont avoir lieu dans nos établissements scolaires. Parmi ces expérimentations, je peux peut-être en citer une ou deux. Il s'agit de mettre en place le passeport culturel. Il y avait un chantier qui s'intitulait Langue et culture, principalement langue et culture kanak, mais aussi océanienne, voire au-delà. Le passeport culturel, il va s'agir de mettre en place un outil de suivi et qui va permettre à tous les enfants qui entrent dans l'enseignement catholique de la maternelle à la sortie eh bien, de mieux se connaître, de mieux connaître sa culture, d'approfondir aussi sa culture, mais aussi connaître la culture des autres et avec des immersions, que ce soit au sein du pays, dans une autre culture, mais aussi une immersion dans l'environnement régional. D'accord. Ça, c'est un point qui est assez fort. Et puis, une sixième d'accueil aussi, une sixième un petit peu avec un parcours personnalisé au Collège du Sacré-Cœur à Bourail. D'accord. Alors, j'ai vu également qu'il y a un dispositif d'accueil et d'accompagnement des publics décrocheurs. Bon, on sait que des élèves, on va dire, dans l'année, de fois abandonnent ou sont en cours mais ne suivent plus. Alors, qu'est-ce qui est fait par rapport à ce problème? Alors, actuellement à l'ADEC, nous avons centralisé un dispositif, donc, comme vous l'avez dit, mais qui s'occupe principalement pour le moment encore, parce que c'est quelque chose qui doit se vivre aussi au quotidien, et puis parfois on peut avoir beaucoup d'ambition et puis ne pas mener aussi les choses à son terme. Donc nous avons centralisé le fait que nous travaillons exclusivement, particulièrement avec les jeunes qui sont exclus de nos établissements scolaires. D'accord. Et on essaie, parce que nous avons une obligation éducative de les accompagner, de leur trouver des réponses alternatives à cette exclusion. Voilà. Alors un autre sujet, le Conseil de la jeunesse, on en a déjà un peu parlé sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui va se faire? Le travail va se poursuivre, c'est ça? Alors le travail va se poursuivre, il va y avoir de nouveau certainement un rassemblement. Ce sont les doyens de ce Conseil de la jeunesse qui décideront un petit peu des thématiques et du moment où aura lieu ce rassemblement. Par contre, il y a aussi des avancées certaines en prise de responsabilité, c'est-à-dire qu'on leur a donné les moyens de parler, de dire les choses, de poser aussi des propositions. Aujourd'hui, il s'agit de les inscrire en tant que membres des conseils d'établissement de chaque établissement de l'ADEC et aussi de participer à l'ensemble des conseils de discipline. Je sais qu'un rassemblement a eu lieu justement à Païta l'an dernier. Est-ce que le travail justement a porté ses fruits entre les élèves et l'équipe pédagogique? Alors, le travail a porté ses fruits auprès des jeunes. Un regret, certainement que ce soit des jeunes ou de moi-même ou de mon équipe, c'est que les adultes n'ont pas peut-être assez joué le jeu et auraient dû peut-être être beaucoup plus interpellés par ce Conseil de la jeunesse. Voilà. Alors, on voit dans cette programmation de cette rentrée que le contenu pédagogique évolue, mais est-ce que l'équipe reste la même pour cette année 2015? Alors, l'équipe pédagogique, elle évolue aussi au fil des ans. Bien évidemment qu'il y a une certaine stabilité parfois dans des équipes, et puis parfois par le mouvement du personnel, puisque tout le monde est sujet en tout cas à bouger au niveau géographique. Bien évidemment que ça renouvelle aussi les équipes. Alors ça peut aussi donner des bouffées d'oxygène, mais aussi certaines contraintes ou des difficultés, parce qu'il faut réexpliquer, retravailler les projets d'établissement, voilà. Mais
globalement, on est sur une rentrée sereine au niveau du public enseignant et éducateur. D'accord. Alors pour l'année 2015, de nouvelles structures sont à noter? Alors une nouvelle structure, le Collège de la Conception, qui ouvre ses portes dès lundi pour la rentrée des classes de 6e. Donc un établissement de 180 élèves à peu près, hein, avec 2 divisions de 6e, 2 divisions de 5e, une division de 4e et une division de 3e. C'est une volonté forte d'avoir créé cette structure? Alors c'est une volonté forte et aussi également un impératif, c'est-à-dire que le Collège Marie-Reine Tabor voyait ses effectifs bien baisser de façon nette. Je rappelle qu'en 2013, nous avions 9 élèves en classe de 6e. Cette division était sujette à fermeture, bien évidemment, avec 9 élèves. Le fait de l'avoir délocalisé à l'école primaire de la Conception en attente de la construction de ce collège, nous sommes passés aujourd'hui à 38 élèves en classe de 6e. Donc nous voyons que réellement les familles ont un attachement aussi auprès de l'enseignement catholique et il était très très important de réagir face à cette baisse des effectifs. Alors un autre sujet qui est assez conséquent, la violence scolaire. Alors est-ce qu'un travail, on va dire, continue à se faire au niveau de ces thèmes? Parce qu'on sait que la violence aujourd'hui à l'école évolue et est souvent présente. Alors, le travail continue au sein des établissements scolaires parce que la violence, ce n'est pas, enfin les réponses en tout cas aux violences, ça ne peut pas être un seul point et une action qui permettrait de réduire cette violence. Je crois que c'est tout un état d'esprit, c'est aussi une attitude. Nous avons la chance aussi d'être attachés à nos valeurs évangéliques, donc nous travaillons aussi sur une attitude pastorale dans nos établissements. Mais c'est vrai que ces dernières années, face à la recrudescence des faits de violence, nous allons mettre en place au début avril un groupe pluricatégoriel de réflexion sur les faits de violence scolaire où plusieurs personnes vont se retrouver autour d'une table, que ce soit des éducateurs, des enseignants, que ce soit des parents, peut-être même les doyens du Conseil de la jeunesse, pour essayer de réfléchir à des mesures à prendre. Je ne parle pas des mesures automatiquement répressives, mais bien aussi en amont autant qu'en aval, pour justement mener un travail de réduction de ces faits de violence dans nos établissements. Alors un autre sujet, je ne sais pas si l'ADEC est concernée, l'illettrisme. Est-ce que vous avez détecté, par exemple l'an dernier, des problèmes conséquents par rapport à ce sujet-là? Alors bien évidemment, l'enseignement catholique est aussi touché par cette problématique. Nous essayons de travailler avec les équipes pédagogiques et éducatives pour essayer d'avancer aussi sur des outils ou des démarches pédagogiques qui nous permettraient justement d'éviter que nos jeunes sortent sans le bagage minimum que l'on se doit de leur donner. Alors pour le côté institutionnel, on sait que on va dire l'enseignement est important. Au niveau du gouvernement en ce moment c'est instable. Est-ce que justement ça a des répercussions par rapport à la rentrée des classes concernant par exemple l'ADEC? Alors ça n'a pas de répercussions sur la rentrée des classes puisque l'ADEC travaille en concert avec aussi le vice-rectorat pour les postes d'enseignants. Par contre, voilà. Mais par contre, il y a peut-être du retard ou peut-être en tout cas des difficultés à se retrouver autour d'une table pour travailler sur le statut des enseignements privés. Et c'est un appel que vous faites aujourd'hui aux institutions politiques? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il y a une responsabilité de chacun, mais aussi de l'ADEC, bien évidemment, et puis de tout le système éducatif calédonien de se retrouver autour d'une table. Alors, Madame Cazot, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un message à passer aux écoliers, justement, qui ont fait cette rentrée 2015? J'ai envie de leur dire de profiter peut-être des quelques derniers jours et surtout de revenir en forme et puis surtout être prêt à en tout cas être dans le plaisir d'apprendre. Voilà, et bien travailler. Merci Madame Cazot. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, alors que vas-tu nous donner comme information pour l'agenda de ce jeudi? Bonjour Élise et bonjour à vous.
Alors, on commence par le Centre culturel Tchibao, donc, qui organise une journée porte ouverte le 28 février, et c'est de 10h à 19h. Alors, il y aura beaucoup d'animations, hein. Il y aura de la danse, voilà, plein de choses. Et puis, tout ça dans la perspective de présenter donc la nouvelle saison pour cette année. Voilà, une occasion d'aller faire un tour au Centre culturel Tchibao. Donc, un numéro de téléphone pour s'enseigner? Oui, si vous voulez vous renseigner sur les animations et autres, donc il y a le 41 45 45 que vous pouvez contacter. Ensuite, on passe à la vie associative, donc on reparle de l'association Les Robinson, donc toute jeune association donc, qui a été créée l'année dernière, au mois d'avril, et donc qui a pour mission de faire valoir les droits des personnes donc, en situation de handicap, et quel que soit le type de handicap. Alors eux, ils font donc, ils organisent plutôt une vente de brochettes de poulet, afin de récolter des fonds. Donc, il y a, pour ceux qui ne veulent pas cuisiner, donc ce jour-là, vous pouvez passer commande, donc avant le 27 février, et donc il y aura une livraison qui sera faite donc le 28. Et pour ceux qui veulent éventuellement donc adhérer aussi à l'association, c'est possible. Et puis, il y a aussi une page Facebook qui peut être consultée. Donc, voilà, il y a plein de moyens de trouver des infos sur eux. Et pour le numéro de téléphone, vous pouvez les appeler au 83 01 82. J'ai failli oublier de donner le numéro. Et puis, on passe voilà, du Mont d'Or, on remonte un peu dans le nord, on va du côté de Poindimier, avec cette fois le 9e festival Anourou Amboro, donc, qui se déroulera sur une semaine. Et ça sera du 16 au 24 octobre, et ça se passe du côté de Poindi-Wimian. Alors, c'est au mois d'octobre, pourquoi l'annoncer maintenant? Et pourquoi beaucoup d'avance? Eh bien, c'est pour justement anticiper, puisque pour participer, il faut s'inscrire avant le 15 mai. Ah oui, donc 15 mai, voilà, comme ça, vous avez le temps de réfléchir, de vous organiser, de préparer et de vous inscrire. Pour plus de renseignements, si ça vous intéresse, vous pouvez visiter le site, donc www.anourouamboro.com. Et si vous voulez les appeler pour avoir plus de questions plus précises, vous pouvez contacter assistante@anourouamboro.com. Voilà, une adresse mail. Et pour la petite histoire, hein, Anourou Amboro veut dire l'ombre de l'homme dans la langue Païti, autrement dit, voilà, du cinéma. C'est une définition poétique hein, qui laisse, on va dire, une part d'ombre dans une création du réel. Que l'acte, on va dire, cinématographique, documentaire. Donc, c'est une définition un peu des réalisateurs du festival Anourou Amboro. Voilà pour la petite définition de ce festival. C'est poétique. Voilà, c'est poétique. Donc, de Poindimier, on remonte un peu plus haut dans le nord. On va du côté d'Ouégoua cette fois. Et là, on va parler donc du 2e festival des arts du pays. Alors, pour plus de renseignements, vous pouvez aussi visiter le site internet de l'Académie des langues kanak, dans l'ALK, au www.alk.gouv.nc. Et donc, c'est une manifestation donc, qui a pour objectif de célébrer la Journée internationale des langues maternelles. Donc, tout ça, c'est promulgué par l'UNESCO. Alors, les langues kanak de l'ère Haute-Mawap, donc, qui seront proposées. Puis, il y aura aussi les autres aires de la Nouvelle-Calédonie qu'on pourra découvrir, parce qu'il y en a beaucoup de langues ici, donc voilà, c'est l'occasion de découvrir toutes ces langues. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulement des festivités? Alors, si vous voulez monter du côté d'Ouégoua, donc d'abord la date, ça va du 20 au 22 février. Donc, pour le vendredi après-midi, on commence d'abord par l'accueil coutumier, donc à Bandé. Ensuite, le samedi, on rentre vraiment dans les festivités. Donc, et là, ça se passe, donc, pour préciser, c'est en face de l'annexe de la mairie. Donc, on commencera par une ouverture officielle par Madame Dewe Gorodé, donc, qui est membre du gouvernement et qui est aussi présidente du conseil d'administration de l'Académie. Ensuite, on aura des danses jusqu'à, on va dire, la fin de la journée. Et puis, il y aura aussi des ateliers. Donc, à la fin, pour clôturer ce festival, le dimanche, eh bien, il y aura les coutumes de revoir et voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif là, des ateliers qui auront lieu justement sur place? Oui, alors il y aura d'abord un espace de présentation des productions de l'ALK, justement. Donc l'ALK, c'est l'Académie des langues kanak. Il y aura un atelier de berceuse, chant kanak.
Il y aura aussi un atelier d'écriture en langue kanak et puis un atelier jeu en langue océanienne. Voilà, donc nous rappelons une information pour les usagers également de la médiathèque de Rivière-Salée. Tu as une information concernant cette médiathèque? Oui, on revient donc à Nouméa, à la Rivière-Salée, donc la médiathèque qui a ouvert depuis le 19 février. Donc la médiathèque reprend ses horaires habituels, c'est-à-dire mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 et mercredi de 10h30 à 17h30. Ils sont ouverts aussi le samedi, de 9h à midi et demi en matinée et puis l'après-midi de 13h30 à 16h30. Voilà, et on peut rappeler aussi, pour les habitués, ils le savent, mais pour ceux qui rentrent pour la première fois, donc quand on sera à la médiathèque, on peut consulter justement des revues, des livres, des magazines, écouter des CD, on peut même les emprunter. Et puis, il faut souligner aussi qu'il y a, il y a des nouveautés chaque mois. Oui. Il y a des animations aussi gratuites pour tous les âges durant toute l'année. Et puis, pour emprunter des documents, on peut emprunter des documents, on peut accéder aussi aux ateliers informatiques qui sont proposés. Et puis, il y a aussi la Wi-Fi, enfin, il y a plein de choses, mais il faut s'inscrire d'abord. Voilà, et puis n'oubliez pas la petite règle, n'oubliez pas de ramener les livres parce qu'il y a des gens derrière vous qui souhaitent aussi lire le même livre ou écouter le même CD que vous avez emprunté justement à la médiathèque. Encore une dernière information, Anna, oui, c'est bien de préciser ça, que quand on emprunte un document, que ce soit un CD ou autre, il faut penser à le ramener dans les délais, puisque il y en a qui attendent derrière. Et puis justement pour les retours, il y a une boîte qui est mise à disposition donc, pour déposer donc, les documents. Et elle se situe donc devant la porte d'entrée de la médiathèque. Et on peut le faire donc, le lundi et le jeudi de 9h à 16h. Et le mardi et le vendredi de 9h à 13h30. Voilà. Merci pour toutes ces informations. On te retrouve tout à l'heure pour le Finban et pour ta chronique. On s'occupe de voix tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle un peu des feuilles comestibles, les feuilles légumes comme on dit chez nous. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors Élise, ici au pays, on peut dire qu'on a des forêts entières de feuilles comestibles. Ici on consomme les feuilles de fougère, par exemple les feuilles de bahats comme on dit. On consomme quoi d'autre? Les feuilles de certains tubercules par exemple. Là, on peut commencer par parler du kumala, la fameuse patate douce. C'est vrai qu'ici, certaines personnes consomment encore les feuilles de cette patate douce. Hein. Dans d'autres pays, on consomme un peu plus qu'ici. Ici, on avait l'habitude de consommer ces feuilles-là, mais c'est des pratiques qui se perdent, quoi. Alors, la feuille de patate douce, elle est riche en phénolique. Phénolique, c'est une petite substance blanche. C'est le lait blanc qu'on voit apparaître quand on casse les feuilles ou même quand on coupe un petit peu la peau du kumala, de la patate. C'est cette substance-là que l'on appelle le phénolique. Alors, on nous dit que le phénolique agirait sur le mauvais cholestérol, ce qui préviendrait un petit peu de certaines maladies cardiovasculaires. Voilà un petit peu un effet bénéfique de la consommation de feuilles de patates douces. Alors c'est vrai qu'ici on n'est plus axé sur le tubercule, mais les feuilles on les mange un peu moins. C'est vrai. Et puis d'ailleurs un peu dans le même genre, là, on a un autre tubercule qu'on consomme beaucoup ici au pays aussi, c'est le manioc. Et beaucoup de personnes consomment donc ce manioc, mais on sait moins que les feuilles de manioc aussi sont comestibles. Et puis, je voulais juste dire que c'est en Afrique, je crois, dans les régions africaines, qu'on consomme beaucoup cette fameuse feuille de manioc. Mais il faut tout de même faire attention parce que, apparemment, le manioc et les feuilles de manioc contiendraient du poison qu'on appelle du cyanure. Ça fait un peu peur parce qu'ici on consomme, on va dire, beaucoup le manioc, que ce soit en friture ou avec du lait de coco, on en consomme beaucoup. C'est vrai, mais en plus on nous dit que d'après certaines recherches, là, le taux de cyanure présent dans le manioc et dans les feuilles de manioc, il augmenterait avec l'altitude. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais ici au pays,
on n'a pas ces variétés-là qui ont une forte teneur en manioc. Les variétés qu'on a ici, en manioc plutôt, en cyanure plutôt, on parlait du poison, je me suis trompé, pardon. Et voilà, les variétés qu'on a ici, elles contiennent contiennent très très peu de cyanure. Faible, quoi. Du coup, voilà, on n'a pas trop à avoir peur là, de ce côté-là. Et puis même les personnes, les Africains, tout ça, les peuples qui ont l'habitude de consommer ces feuilles de manioc, elles ont certaines préparations qui leur permettent d'évacuer un petit peu, d'éliminer le poison. En fait, on nous dit qu'il suffit de faire bouillir les feuilles pendant 5 à 6 minutes, les laisser reposer un petit peu de façon à se déshydrater et goûter, comme tu dis. Et puis voilà, ensuite, à partir de ce moment-là, les cuisinières peuvent consommer dans les repas. Voilà. C'est vrai qu'ici, le manioc carré qui a la côte, c'est le manioc carré qui a la côte ici, mais parmi les tubercules, on va dire, bien connus du pays, dont on consomme les feuilles, il y a aussi certaines variétés de taro. C'est vrai, il y a le taro, je crois qu'on consomme plus les jeunes feuilles ou les cœurs de feuilles de taro, comme on dit ici, les cœurs de taro. Et je crois que c'est la variété qu'on appelle le taro rouge, le taro à feuilles rouges, toujours de la famille des Colocasia esculenta. Et puis voilà, les mamans du Nord, surtout, elles nous disent que ils ont des petites astuces pour faire en sorte que les feuilles là, elles soient un peu plus douces, un peu plus douces à consommer, quoi. Elles nous disent qu'avant la cuisson, il est préférable de laisser reposer un petit peu les feuilles au soleil et puis après on peut les faire cuire ou les cocos ou les faire sauter. Comme on dit. Et puis à côté de ça, il y a aussi toutes les tiges des plantes grimpantes et rampantes, comme les tiges de chouchoute qu'on adore. Il y a aussi les christophines, il y a également les tiges de citrouille. Alors quand on mélange avec du coco, franchement ça a vraiment un bon goût. On fait revenir tout ça avec de l'ail, avec des herbes, et puis on saute avec les petites tomates sauvages là qu'on appelle ici chez nous les cerises. C'est voilà quoi, c'est simplement un régal. C'est bon, c'est trop bon. C'est vrai, Élisée. D'ailleurs, on peut dire qu'ici au pays, dans nos champs, dans nos jardins, on a toute cette verdure-là qui est comestible, mais qui est de plus en plus délaissée, comme on le disait au début. Et puis, non seulement ces feuilles-là, ces légumes-feuilles, comme on dit, elles sont, c'est délicieux, puis c'est plein de vertus bénéfiques aussi pour notre organisme. Et puis, voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser. Enfin, c'est une de nos collègues, Aurélie Chiron, qui s'est intéressée à un légume feuille, pas star, mais qui est bien connu ici au pays, c'est le choucanac. Ah, on en mange souvent. C'est vrai qu'on en mange souvent. Et puis voilà, Aurélie, elle a eu la chance d'assister à un don, plutôt à un échange ou un don de variétés, d'une certaine variété de choucanac. Ça s'est passé à Bopop. Et puis voilà, ça s'est passé à Bopop parce qu'à Bopop, les gens qui vivent là-bas, qui cultivent le choucanac, ils nous disent qu'ils ont... le choucanac, cette plante-là a une place assez particulière dans leur culture, dans leur tradition. Du coup, voilà, Aurélie, elle était là-bas et puis elle nous en a ramené un petit reportage que je te propose qu'on regarde ensemble avec nos chers téléspectateurs. Donc le choucanac, son nom scientifique c'est Abelmochus maniote, ça fait partie de la famille des malvacées, tout comme l'hibiscus en fait. Et c'est vrai qu'on l'appelle chou, mais la plante quand on la voit elle ressemble plus à une plante d'hibiscus ou même à un bourrao par ses fleurs, etc. Donc c'est un petit arbuste et en général ce qui est consommé ce sont les feuilles. Et il existe différentes variétés de choucanac qui se distinguent aussi principalement par leurs caractéristiques au niveau de la couleur, de la forme de la feuille.
Alors c'est vrai que quand on voit l'arbuste, on a du mal à faire le parallèle avec son appellation chou, mais c'est plus par rapport à la façon dont il est utilisé qu'on l'appelle chou, parce que en fait les gens le consomment plus comme un chou de Chine ou comme un épinard. Donc au jour d'aujourd'hui, on a environ 80 variétés collectées, ce qui ne veut pas dire que c'est toute la richesse de la Calédonie. On est toujours en train de faire des prospections, donc je pense qu'il y en a encore beaucoup à découvrir. Mais à coup sûr, on peut dire qu'actuellement, nous, ce qu'on a recensé sur le territoire, c'est au moins 50 variétés différentes au niveau morphologique. En fait, ce travail, il est commencé depuis longtemps dans les Outre-îles. On pense toujours que la diversité, en fait, elle est maximale. Et bon, c'est vrai, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Vanuatu, mais je pense que la Calédonie, en fait, il ne faut pas la négliger. Et je pense qu'on a quand même une grande diversité au niveau de ces variétés de chou kanak. D'une façon générale, et c'est pour ça que cette initiative nous intéressait, c'est qu'en fait ça s'inscrit complètement dans nos actions de recherche à l'IAC sur les plantes alimentaires traditionnelles et en particulier sur le chou kanak. Et nous, ce que nous cherchons en fait, c'est de recenser, d'identifier toutes ces plantes locales, traditionnelles d'intérêt alimentaire, après de pouvoir la collecter et la mettre, en faire des collections pour pouvoir la sécuriser. L'idée, c'est de ne pas perdre cette biodiversité-là. Et une fois qu'on a ces collections, en fait, nous, ça va nous permettre de caractériser ces plantes. Dans le cas du chou kanak, ce sera de caractériser ces différentes variétés, tant sur le plan, ça va être sur le plan agronomique, sur le plan morphologique, savoir comment les distinguer, et aussi sur le plan génétique, pour savoir effectivement si ce qu'on dit être différent est génétiquement réellement différent. D'une façon générale, quand on discute avec les gens, et nous on s'en est rendu compte, c'est vraiment une plante qui se cultive très facilement en fait. On voit, les gens ils la cultivent simplement et elle pousse très très bien, elle se multiplie très très bien et elle se bouture très très bien. Disons que déjà le premier intérêt d'avoir planté des choux kanak à la tribu de Bopop, c'était déjà permettre à l'IAC, l'Institut agronome de Nouvelle-Calédonie, d'avoir un autre regard, je veux dire, que celui des scientifiques en réalité par rapport à l'étude qui est faite de plantes, donc je dirais, locales, quoi, hein. Au niveau de l'IAC, il y a des spécialistes, des gens qui ont fait des études, qui ont fait des recherches, etc. Et en tribu, on a des gens qui, parfois, je veux dire, ont du mal à exprimer les choses en français, parce que ce n'est pas leur langue première, hein. Mais par contre, ils ont une réelle connaissance et du terrain, et de l'histoire des plantes, et de l'utilisation des plantes. La présence de Maleva dans cette opération, c'était de faire ce lien entre les instituts de recherche calédoniens avec les tribus, qu'un lien puisse s'établir. Dans la mesure où on construit un pays ensemble, il faut qu'on arrive, je veux dire, à resserrer les liens entre les différents acteurs. Le chou kanak, nous, quand on fait les champs ici à la tribu, là, quand on fait les champs, en fait, c'est la première chose qu'on monte dans le champ. Hein. Quand on a fait le champ, on fait les gros sillons comme ça, là, en plus gros, quoi. Après, on plante les ignames. Après les ignames, on plante les bananes tonnerres, là. Après les choux kanak, avec les cannes à sucre, et comme ça pousse plus vite. Hein. Les choux kanak, on les met toujours au bord du champ. C'est comme si c'est eux les gardiens qui gardent les ignames, quoi. Nous, à la station, en fait, on fait en sorte d'en avoir, de multiplier, on récupère des boutures et on les multiplie de façon à avoir un nombre suffisant pour ne pas les perdre, et puis aussi après pour faire des expérimentations dessus, avoir des choses statistiquement analysables. L'idée de partager une partie de notre collection, c'était plus dans un but d'échange, de communication et de sensibiliser les gens à l'importance, la population à l'importance d'utiliser, de cultiver d'une façon générale les plantes alimentaires traditionnelles et cette plante en particulier, de façon à faire vivre cette biodiversité. Donc là, c'est dans un cas effectivement particulier de permaculture, une culture dite permaculture. Ça nous intéresse également parce que ça se rapproche aussi de certaines actions que l'on mène à l'IAC sur la conception et l'évaluation de systèmes de culture à faible niveau d'intrants. Donc c'est un peu le principe de la permaculture où on va limiter tout ce qui va
être intrants chimiques, fertilisants, etc. Et donc, oui, ça va être intéressant pour nous de voir comment ces variétés, elles se sont développées ici, dans ce type de culture. Mais en même temps, ça reste plutôt indicatif parce que c'est pas un essai scientifiquement lancé pour nous en tant que chercheurs à l'IAC. Là, on a des buttes permanentes et c'était de voir justement comment réagissait donc le choucanac, qui normalement est planté différemment, comment il allait réagir sur ces buttes. Donc on a profité de l'opération qui a été lancée par la Promesse Nord, donc sur une formation avec le Greta de 8 mois, hein, un chantier découverte environnement. Profiter de la création de ce premier donc, jardin avec une approche permaculturelle en tribu pour lancer cette dynamique et de voir par la suite, d'une part, comment ça poussait et d'autre part, quelle était la suite qu'on pouvait donner à cette action entre l'Institut agronomique de Nouvelle-Calédonie et une tribu qui est intéressée à jouer le jeu, quoi. Alors ça ouvre une porte, je veux dire, aussi bien à l'Institut de recherche sur la société civile, hein, sur les gens en tribu, et ça ouvre aussi une porte de l'autre côté aux gens des tribus sur le monde de la recherche. Quand on commence par les choucanacs, mais là normalement voilà, cette période, c'est pas la bonne période pour nous pour manger, janvier, février. Nous on commence à manger au mois de mars. Et voilà, ça c'est à cause d'une légende d'avant. Toi, au mois de janvier, au mois de février, il y a toujours le mauvais temps. Et il y a toujours les tonnerres. Là. Et nous, on le respecte, le tonnerre. Là. Ça fait qu'au mois de janvier, février, quand on le mange, et c'est pas la saison de le manger, ben, c'est le tonnerre qui gronde, quoi. Voilà. Des fois, ben, voilà, quand les gens qui connaissent utiliser le tonnerre, ben, ils jouent toujours sur ça. Hein. Et ben voilà, c'est vrai qu'on a mis un tabou. Donc l'un des intérêts à consommer les feuilles de choucanac, c'est que par rapport à d'autres végétaux qu'on mange, comme les épinards ou les choux de Chine, le choucanac a vraiment un intérêt nutritionnel. C'est des plantes qui sont riches en protéines, en fibres, en vitamine A, en vitamine C, en fer, en calcium, en magnésium. Donc c'est vraiment important pour la sécurité alimentaire de conserver et de cultiver et d'utiliser ces plantes. Nous, on le fait bouillir avec du lait de coco. Là. Quand on fait cuire les premiers choucanacs, on fait bouillir en même temps que les bananes tonnerres. Ils sont mis dans le même plat. Quoi. Et après, tu peux faire tout seul. Mais il ne faut pas oublier de le mettre avec les bananes tonnerres. Hein. C'est le premier. Mais sinon, nous, ouais. Après, il y a des gens qui font mieux la cuisine que moi. Moi, je fais bouillir, c'est la meilleure façon. Et pour nous, ce qui a été intéressant dans cette démarche, dans cette initiative, ça a été de partager, de pouvoir sensibiliser et aussi de pouvoir en retour rencontrer des gens qui peuvent être des personnes ressources, qui vont nous parler de la façon dont ils cultivent, dont ils utilisent le choucanac, les contraintes qu'ils peuvent rencontrer au champ. Donc pour nous, c'est important parce que ça nous permet de connaître les difficultés qu'ils peuvent avoir et sur quel point on pourrait travailler pour essayer d'améliorer leur culture, notamment au niveau des ravageurs ou des choses comme ça. Et puis aussi pouvoir, s'ils le veulent, compléter notre collection avec des variétés qu'on n'aurait pas. Et je crois que là, on ouvre, je veux dire, une passerelle qui va permettre de faire des recherches plus approfondies. L'objectif étant de pouvoir multiplier donc, les variétés de choucanac sur l'ensemble du pays. Les choucanac, c'est un essai aujourd'hui, mais c'est valable pour de nombreuses plantes qui méritent d'être étudiées et développées voilà, dans le pays. C'est ça l'idée première. Voilà, ça nous rappelle que toutes les plantes que nos vieux, je veux dire, toutes ces plantes-là, nos vieux ont su les domestiquer, entretenir en tous justement des vertus culinaires, diététiques et aussi des usages bien précis, connus justement et étudiés par encore justement nos vieux. C'est vrai justement, pour rebondir sur ce que tu dis, là, ça me fait penser à une certaine liane qu'on a à Marais, qu'on a à Djéou, qu'on a à peu près sur
sur l'ensemble du pays. À Marais, on l'appelle Katapeo. Et en Djéou, je crois que ça se rapproche de ce qu'on a là-bas qui s'appelle le Wenek. Mais après, dans les autres langues du pays, je ne sais pas. Par contre, j'ai relevé le nom scientifique, c'est Clematis glycinoide. D'accord. Alors, je voulais parler un petit peu de cette liane-là parce que, voilà, comme tu disais que nos vieux ont étudié les plantes et tout, et les vieux nous disent que lorsque cette plante-là, elle fleurit, et ça nous indique que c'est le moment propice, le moment idéal pour défricher les champs et puis débrousser, quoi. Et puis, je voulais juste qu'on parle de cette plante parce qu'à côté de cette fonction-là, cette fonction indicatrice un petit peu du moment du défrichage, aujourd'hui, les jeunes, quand on va débrousser les champs, on ne fait plus attention. On sait que voilà, ça c'est le katapé, mais toutes ces plantes-là, cette liane-là en particulier, elle a des vertus médicinales. On sait qu'on peut guérir de des migraines qui sont récurrentes, enfin qui sont récurrentes, là, la racine et puis les feuilles, en les faisant bouillir, on peut guérir de tout ça. Mais pour revenir sur le côté comestible là, de cette plante, on sait qu'une certaine variété de ce katapéol, on peut en consommer la tige. La tige, en fait, elle ressemble à ce qu'on appelle une asperge. Et puis, c'est vrai que c'est très ressemblant à une asperge. Et puis, le goût aussi, il est se rapproche beaucoup de l'asperge. Du coup, on peut la consommer en soupe ou en salade, en vinaigrette. On fait juste bouillir ça et puis voilà, comme une asperge, ça se consomme. Mais tout ça pour dire qu'il y a de nombreuses, comme on disait tout à l'heure, des forêts de plantes qu'on a ici au pays, qu'on néglige. On connaît certaines vertus, tout ça, mais tout ce côté comestible, tout ça, des feuilles que l'on a à notre portée, là, on les néglige. Là. Et puis aujourd'hui, on parle de manger bio, on parle de manger vrai, et puis on se rend compte encore qu'à notre portée, ici au pays, on a encore toute cette richesse-là. Du coup, voilà, un patrimoine encore à protéger, à développer, et puis maintenant, on parle beaucoup en termes d'économie. Puis voilà, c'est des marchés potentiels aussi à développer, quoi. Et surtout avec les nombres de structures qui se développent, où on peut vendre nos produits. Donc du coup, on peut vendre ces produits-là qui pourraient, en plus, c'est médicinal, mais en même temps, c'est nourrissant pour notre corps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos vieux, tant qu'ils sont encore là. Garder ce patrimoine, c'est important pour notre culture. Merci, Duc. Merci, Élise, et merci encore à vous à la maison. Allez, on retrouve Marie-Hélène pour notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, donc aujourd'hui on parle d'un sujet un peu délicat, il s'agit d'un sujet, celui de l'illettrisme. Donc beaucoup de personnes à travers le monde sont concernées, n'est-ce pas Marie-Hélène? Donc c'est une situation délicate, malgré on va dire cet handicap, il est possible d'y remédier et ça c'est une chance. Alors voyons comment cela se passe-t-il au pays. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de personnes illettrées, il faut savoir en fait que il s'agit d'une personne qui a tout simplement oublié, si tu veux, comment lire, comment écrire, comment calculer. Donc tous ces apprentissages de base en fait. Et donc si tu veux, résultat c'est que dans le quotidien, il y a plein de choses, plein d'actes de la vie quotidienne qu'elle ne peut plus faire. C'est vrai que sans se rendre compte, parce que ça devient, on va dire, machinal, nous avons besoin de savoir lire et écrire en permanence. Ça fait partie maintenant de la vie de tous les jours. Exactement. Remplir un formulaire, par exemple, Élise, pour se faire rembourser de soins médicaux, il faut savoir écrire. Il faut savoir lire également pour remplir les cases. Remplir un chèque. Quoi d'autre encore? Remplir sa feuille de déclaration d'imposition. Voilà. Avoir un compte en banque, simplement. Oui, parce qu'on a toujours des documents à signer. Lire aussi des prospectus. Si on doit être informé, par exemple, de consignes de sécurité, il va bien falloir soit qu'on lise un panneau d'affichage ou qu'on lise un document. Bref, c'est vrai que
voilà, c'est un vrai handicap. Et puis lorsque voilà, ça arrive, on le dit depuis tout à l'heure, on n'est plus autonome, on va dire, on peut rapidement se retrouver à part, enfin marginalisé, quoi. Exactement. En plus, c'est pas toujours évident de le dire à son entourage. Voilà, on préfère en fait rester isolé. Voilà. Alors, au niveau du pays, on sait combien de personnes sont concernées, on va dire, en Calédonie? Oui, alors en Calédonie, si tu veux, selon une étude qui a été réalisée en fait par l'ISEE, l'Institut des statistiques des études économiques, en fait, c'était donc en 2013, donc à noter qu'il y avait quand même 18% donc de la population qui se trouvait en situation d'illettrisme. Donc c'est quand même un chiffre, assez conséquent. Voilà, moi je m'attendais pas à autant. Et si on veut faire un petit parallèle, si tu veux, avec la métropole, alors il faut savoir que là-bas, c'est l'INSEE donc qui a fait cette étude, l'Institut national donc des statistiques et des études économiques, qui en 2012 publiait donc ces chiffres. 7% donc de la population active était en situation d'illettrisme. Alors 7% de la population, Élise, ça représente quand même 2,5 millions donc de personnes, voilà, qui travaillent, qui sont dans ce cas-là. Donc là aussi, c'est vrai que ça représente pas mal de monde. Alors souvent, lorsque l'on parle, on va dire, d'illettrisme, on entend également parler d'analphabétisme. Ça, tu as dû l'entendre. Alors il me semble que c'est pas la même chose. Tout à fait, Élise, il y a vraiment une différence en fait. Alors, lorsqu'on parle d'illettrisme, il faut savoir qu'il s'agit plutôt d'un oubli. Je ne sais pas parce que j'ai oublié, mais la personne, elle a été scolarisée, donc à un moment donné, elle a quand même bénéficié, bénéficié donc de l'apprentissage de base. Mais le fait, si tu veux, de ne pas maîtriser complètement les fondamentaux, voilà, a fait que à un moment donné, moins on utilise, si tu veux, la lecture et l'écriture, et ben moins on la maîtrise. Et il y a un risque effectivement d'oubli. Dans l'analphabétisme, par contre, la personne n'a jamais été scolarisée. Donc elle ne sait pas parce qu'elle n'a jamais appris. Donc voilà la petite nuance effectivement à faire. Et en plus, lorsque, je veux dire, on se trouve dans cette situation, il ne faut pas s'isoler, on va dire, rester dans son coin et se dire qu'il est préférable justement que, voilà, d'en parler autour de soi. Il faut en parler. Bon, on sait que c'est un peu difficile, c'est pas évident d'en parler, mais je pense que si c'est pour vous, c'est pour vous c'est pour sortir, aller mieux, pour aller mieux et puis pour vous intégrer dans la société. Exactement, tout à fait. Voilà, donc parfois, il faut prendre, exactement, Élise a raison, parfois donc il faut prendre son courage à deux mains et puis se dire, allez, je vais m'en sortir, c'est pas une fatalité, il est possible quand même que les choses changent et en plus de ça, il y a des personnes qui aident à faire changer, si tu veux, ce type de situation. Si on prend l'exemple de la province Nord, il y a une dynamique justement en ce sens, à travers une démarche donc associative où justement des ateliers, si tu veux, pour lutter contre l'illettrisme sont donc organisés. Aux commandes donc de toutes ces actions, on retrouve donc l'association La Mascope, qui est donc... On a pu recevoir justement au plateau la directrice. Oui, tu avais reçu la présidente de l'association, qui signifie d'ailleurs Mascope, qui signifie donc mission d'accompagnement scolaire donc en province Nord. Et effectivement, voilà, c'est donc la personne que tu avais reçue en plateau, donc la présidente, qui donc assure en tout cas les ateliers. Et voilà, il faut savoir que même si l'association est engagée dans le soutien scolaire des collégiens et des lycéens, elle s'engage aussi auprès des adultes et de toute personne concernée par l'illettrisme, parce que ça concerne tous les âges, de 18 à 65 ans. Donc moi je te propose qu'on aille voir, grâce à la caméra d'Aurélie Chiron, voilà, on va voir comment ça se passe. On développe en fait des actions qui vont venir en aide à tous les jeunes du secteur province Nord. On agit à la fois dans les établissements scolaires, mais on agit aussi au service des populations, au bureau de la Mascope par exemple pour tout ce qui est apprentissage de la lecture. Et on a décidé d'avoir pour mission un service public en réalité. En tant qu'enseignante spécialisée, j'ai travaillé très longtemps avec des élèves qui éprouvaient des difficultés notamment d'apprentissage de la lecture. Et on sait aussi que des jeunes arrivent en collège ou quittent l'école sans avoir vraiment atteint un niveau suffisant de lecture, ce qu'on appelle atteindre l'automatisme de la lecture, qui leur permettent après de lire ce qu'ils veulent.
Alors ce qui se passe, c'est que quand ils quittent l'école, ces jeunes-là perdent la lecture, oublient. Et donc il fallait absolument proposer un service auprès des jeunes, notamment sur la côte Est, pour qu'un jeune qui a envie de réapprendre à lire puisse le faire. Voilà, ça c'est la petite salle où en fait on reçoit les personnes qui désirent apprendre à lire. Comme ça, on peut travailler tranquille, c'est un endroit fermé, il n'y a pas de vis-à-vis, on peut travailler en toute sérénité et en toute discrétion. Ça c'est très important. Nous, on a décidé de travailler avec le degré d'illettrisme qui est la non-lecture, non-écriture, mais il y a plusieurs degrés, comme par exemple avoir des difficultés de compréhension quand on lit quelque chose, ou même écrire quelque chose, produire un écrit, mal structurer ses phrases, ne pas arriver à... Voilà. Ça, ce sont aussi des degrés d'illettrisme, mais nous, à la Mascope, on a décidé de s'attaquer au degré le plus grave. Aujourd'hui, on travaille sur... on va repartir sur le OU, le son OU. T'es OK? OK. Alors... Et puis on va voir aussi d'autres structures qui contiennent des ou comme oul, ouche, ous, ok, des mots qui sont composés avec ça. D'accord? Donc on repart sur ce son-là. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le son ou est formé avec un ici là, celui-là, c'est un O et celui-là avec un U. Ce qui fait que quand on fait le geste, on voit bien le O et le U. Et ça tombe bien parce que OU, c'est un O et un U. On avait déjà des méthodes, des méthodes existantes qui ont fait leurs preuves, mais là on a décidé d'utiliser une méthode dite spectaculaire, en tout cas pour la personne qui apprend à lire. C'est qu'on utilise le corps, c'est une méthode gestuelle, il y a des sons, avec voilà, le A, le O qui ressemble à un O. Et on utilise ces gestes pour appuyer la mémorisation des sons. Et dès qu'on a compris le principe, en fait, on arrive à tout lire grâce à ces gestes, pratiquement. Au moins tout déchiffrer. Et ça permet de réapprendre à lire très très vite. Et ce qu'il faut, et ce qui est très important et qu'il faut que les gens sachent, c'est que dès la première séance, on peut lire des choses. Vas-y, fais-le bien. Ouah. Voilà. Si tu regardes ta main, tu vois que ça ressemble à comme un bec qui s'ouvre. On est d'accord? Donc ça fait ouah. Très bien. Le plus jeune 17 ans, le plus vieux 26 ans pour l'instant dans les jeunes qui viennent. Personne n'avance au même rythme. Il y a des difficultés qui ont certainement participé aux difficultés de lecture. Donc évidemment ces difficultés sont différentes suivant les personnes. Il faut bien voir, il y a deux choses. Il faut réapprendre tous les sons qu'on a perdus. Donc ça... Et pouvoir déchiffrer à peu près tout ce qu'on veut avec tous les sons qui sont à revoir, il faut compter à peu près 3 mois. Il, très bien, celui-là. Très bien, celui-là. Je, super. Mais ça peut être plus rapide, un petit peu plus long, mais en moyenne, ça ferait ça à peu près. Par contre, atteindre l'automatisme de la lecture, ça dépendra de la fréquentation des écrits. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes ou les gens qui réapprennent à lire s'entraînent tous les jours. C'est la fréquentation des mots écrits qui va faire que les gens vont pouvoir à un moment donné atteindre un automatisme comme on sait conduire sans réfléchir. Enfin, logiquement, on fait attention quand on conduit, mais disons qu'on n'a plus besoin de réfléchir, il ne faut pas appuyer sur l'embrayage ou passer une vitesse. On le fait de manière automatique. La lecture, c'est pareil. Poule. Et là, du coup, je peux lire, ça fait poule. D'accord? Tu le fais chez toi? Maintenant, on va faire la même chose, mais avec ce morceau-là. Allez, qu'on va essayer de reconnaître. Donc ça, c'est toujours le OU avec ch. Et le E, il est comment? Il est muet, très bien. En général, ils sont relativement timides. Ils ne parlent pas trop, ils ne parlent pas de ça du tout. Et il y en a qui ont dit « je veux apprendre à lire ». Voilà, donc ils sont décidés, ils veulent. D'autres qui ne disent rien, mais qui viennent pour apprendre à lire. Donc moi j'estime du coup qu'ils sont prêts pour ce réapprentissage. En fait, ils ne parlent pas trop de cette situation. Ils ne disent pas, ils viennent ici, ils font leur travail, je pense qu'ils le diront quand ils sauront lire. Donc ça montre quelque part quelque chose de la souffrance de la personne quand même, à avoir vécu cette espèce de fléau qui les coupe du monde presque, surtout les jeunes, avec les systèmes d'aujourd'hui, les SMS, sur Internet, tous les réseaux sociaux, etc.
Ils ont accès à pas grand-chose, y compris passer le permis. Ça s'est très bien passé parce qu'on a vu un son qui est quand même difficile, qui est le son AN. Déjà difficile à prononcer et difficile à reconnaître. Et en fait, avec le A qui aide un tout petit peu et puis la prononciation qui est dans le menton, on a pu lire plein de mots qui contiennent des AN, y compris des mots complexes, comme la planche, la branche, la jambe. C'est impressionnant, parce qu'avant même d'avoir terminé, les gens se remettent déjà en projet, ils se voient lecteurs, parce qu'ils accèdent enfin à des mots, à des textes. Mine de rien, c'est une belle liberté. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle démarche. Je voudrais saluer justement le courage de la directrice qui se donne à fond pour ces jeunes, pour ces personnes, on va dire, qui sont illettrées. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, on va dire courage à la Mascope et puis courage à ceux qui vont faire le pas, justement, de faire le pas de savoir écrire et puis apprendre à lire. Voilà, il y a la Mascope, mais je voulais aussi souligner qu'il y a la Croix-Rouge en province sud qui organise aussi justement ce genre d'atelier et après qui organise également des dictées pour s'entraîner justement la méthode et ensuite la pratique qui permet justement d'être noté pour voir à quel point on en est quoi. Voilà, au niveau de l'orthographe. Et oui, c'est vrai, parce que, bon voilà, il faut effectivement se sentir aussi dans une ambiance où les personnes vous mettent en confiance aussi, pour pouvoir poursuivre jusqu'au bout, parce que forcément, il y a un certain temps quand même pour réapprendre à lire et réapprendre à écrire tout simplement. Et puis on dit, tant pis, si on se moque de nous, on avance, on y va, et puis du moment qu'on a appris. Alors, est-ce que là, on a une idée justement des secteurs d'activité touchés par un fort taux d'illettrisme? Tu fais bien de parler de ça, en fait, Élise, parce que ce n'est pas parce qu'on est illettré qu'on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est aussi important. On peut décrocher un emploi, même si on se retrouve dans cette situation-là. Pour la Calédonie, je ne pourrais pas te préciser les secteurs d'activité, si tu veux, dans lesquels on peut trouver un fort taux d'illettrisme. En faisant mes petites recherches, je suis tombée donc sur quelques chiffres concernant donc la métropole. Et donc, figure-toi que les secteurs les plus touchés, on va dire, qui ont un fort taux d'illettrisme, sont donc l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire. Et puis ensuite, on retrouve le domaine donc de l'industrie, du BTP, et puis également des services aux personnes. Alors, l'illettrisme concerne, on va dire, toutes les personnes, toutes les tranches d'âge, mais est-ce qu'il concerne justement également toutes les couches sociales? Eh bien oui, excellente question Élise. Eh bien oui, tout à fait. Parce que figure-toi que des personnes qui occupent des postes à responsabilité peuvent également être illettrés. Et j'ai découvert ça en lisant un article donc du Monde, qui est donc sur Internet, lemonde.fr. Et il y a un jeune trader, si tu veux, français, qui racontait justement qu'il avait oublié comment on écrivait parce que dans son cursus d'études supérieures, il n'utilisait pas trop, si tu veux, l'écriture. Il utilisait plutôt tout ce qui est chiffres et calculs. Donc ce jeune homme, il a une trentaine d'années, tu vois, et donc il avouait être illettré, et alors que, tu vois, il a fait des études. Donc comme quoi... Mais comment il a fait parce que, en fait, si tu veux, dans le cas de ses études, étant donné qu'il est trader, donc il travaille à la bourse, il utilise plutôt les chiffres, les formules de calcul, etc. Donc il avouait, en fait, n'avoir quasiment jamais écrit. Alors, est-ce dû justement peut-être à l'usage de l'ordinateur? Peut-être. Parce qu'il y a la correction automatique. Il y a la correction automatique aussi, c'est vrai. Et puis, on ne saisit plus un stylo pour faire des phrases, etc. On n'est plus amené à vraiment faire de la rédaction. En tout cas, le fait est là. Et si tu veux, les spécialistes, lorsqu'ils ont observé ce type de phénomène, ils parlent en fait d'illettrisme de retour. Parce qu'il s'agit, comme je te disais, à force de ne plus utiliser, si tu veux, les fondamentaux, donc l'écriture, la lecture, etc. dans son quotidien, on en perd l'usage. Ok, c'est vraiment une histoire incroyable.
inévitable, hein, ça peut nous arriver. On voit comment on utilise les smartphones, enfin les mobilisent, on s'envoie des SMS. Voilà. Qui ne sont pas forcément écrits avec des mots en français. On fait des abréviations. Exactement. Ça peut être vraiment néfaste pour nous. Quoi, hein. Tout à fait, Élise. Tout à fait, tu fais bien de le souligner d'ailleurs. Hein, il y a un problème à ce niveau-là, dont ont conscience d'ailleurs les personnes qui sont dans l'enseignement. Hein, mais comment combattre ce phénomène-là? Gros point d'interrogation, c'est vrai. Alors justement, tu parles de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés, on va dire, par l'illettrisme au niveau du corps enseignant? Eh bien, figure-toi, toujours pareil. Mais écoute, en tout cas, c'est arrivé aux États-Unis. En France, je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas retrouvé, si tu veux, ce type d'exemple, mais au niveau des États-Unis, c'est arrivé, c'est un Américain en fait, qui était donc un ancien professeur d'anglais. Donc ce monsieur s'appelle John Corcoran, et donc si tu veux, ben voilà, il était très apprécié de ses élèves, il enseignait cette matière, cette langue étrangère, mais il ne savait ni lire ni écrire. Mais comment il Ça faisait? peut paraître invraisemblable. Il a fait des études, bah moi je suppose. Il écrivait au tableau, non? Tout dépend de la manière dont il enseignait. Est-ce qu'il n'utilisait pas justement l'informatique? Est-ce qu'il n'a pas appris lui-même aussi, tu vois, par le biais de, je sais pas moi, des logiciels qui, tu vois, définissaient un peu les règles d'enseignement à l'oral, tout simplement. En tout cas, le fait est qu'il savait ni lire ni écrire. C'est quand même hallucinant. Et il a appris à l'âge de 48 ans. Donc, tout est possible. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et tu sais qu'après coup, une fois qu'il est à la retraite, il a même écrit un bouquin qui s'appelle en fait Le prof qui ne savait pas lire, qui est paru donc en 2008. Et donc voilà, peut-être qu'on le trouve encore. Il a eu du succès, hein. Bah oui, c'est devenu un best-seller carrément. Et donc voilà, peut-être pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage, ça peut être un bouquin effectivement à lire. Et aujourd'hui, il a même créé justement une fondation pour lutter contre l'illettrisme. Et sa fondation s'appelle bien sûr la fondation John Corcoran. D'accord, bon je pense que je vais le chercher ce livre pour le lire, comme quoi, malgré un handicap qui peut, on va dire, qui peut susciter des réactions et indignations, il est possible de s'en sortir pour retrouver son autonomie et sa liberté. Voilà, merci Marie-Hélène. À bientôt Élise, au revoir. Voilà, donc on retrouve Anna pour notre rubrique Fin bon. Alors encore moi, oui, encore là. Alors là, je suis pas lassée de te voir, hein, j'aime bien te voir. On ne parle pas de santé ni de date d'événement. Là, on parle de recettes. Alors on parle du tourment d'amour. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un gâteau rond qui est fourré au coco. Alors pour être plus précis, pour détailler, en fait, c'est une pâte brisée qui est recouverte de confiture de noix de coco râpée et d'une fine génoise. Alors c'est un plat typique en fait des îles Saintes en Guadeloupe. On disait donc autrefois que les femmes des marins, Saint-Ouen, eh bien, elles faisaient des tourments d'amour pour leur petit mari quand ils revenaient donc de plusieurs jours passés en mer, d'où le nom. Trop romantique, hein, tout ça. Alors voilà, imagine-toi en train de faire des petits gâteaux pour ton chéri. Bon, bref, on verra bien ici s'ils vont capter que voilà quoi. Alors, est-ce que tu peux nous situer à la Guadeloupe, hein, pour ceux qui ne savent pas au pays? Alors déjà, la Guadeloupe, c'est un territoire des Antilles et puis c'est situé dans la mer du Caraïbe, dont sont originaires en fait beaucoup de musiques qu'on aime ici. Hein. Alors, je vais en citer quelques-unes. Il y a le zouk, la compa, la béguine. C'est vrai qu'on adore le zouk ici. Pour les plus connus. Hein. Ensuite, ce sont ces musiques qui se marient bien avec la gastronomie antillaise. D'ailleurs, une gastronomie très réputée. On connaît les agras de crevettes, la banane flambée à l'antillaise. Et puis, c'est vrai que quand on écoute ce genre de musique, on a tendance à penser à la plage, au cocotier, au jus de coco. Ça donne faim. Et oui, en parlant justement de coco, eh bien, il y a plusieurs types de plats donc, à base de coco qui ont vu le jour justement aux Antilles. Il y a surtout des desserts. Il y a le rocher à la noix de coco, donc on pourra voir à l'écran. Il y a le bonbon au coco qu'on voit aussi. Il y a la doucelette au coco. Et puis donc autant de desserts délicieux et appréciés par tout le monde. En tout cas, ça a l'air d'être très bon tout ça. Hein. Et pourquoi on utilise, on va dire souvent, cet ingrédient dans les plats, autant dans les desserts que dans les plats chauds et froids? Bien déjà, parce que le coco, on en trouve facilement. C'est la première raison. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est parce qu'en fait, le coco, eh bien, il a beaucoup de vertus. Hein. Donc,
On peut utiliser par exemple l'huile de coco pour soulager les problèmes de peau, comme par exemple l'eczéma. Donc on prend la chair de coco qu'on applique sur la peau et ça arrête donc les démangeaisons et les sensations de brûlure. Et puis on peut utiliser aussi pour faciliter la digestion. Par exemple, on prend les graisses saturées d'huile de coco parce qu'elles ont comment on va dire, des qualités ou plutôt des propriétés antibactériennes. Donc, ça aide à contrôler justement les parasites qui causent l'indigestion. Et puis, on utilise aussi le coco pour améliorer la fonction de la thyroïde et puis ça intensifie donc les niveaux d'énergie. En plus de ça, eh bien, ça contribue à diminuer la graisse non désirée. Donc, voilà un peu pour le coco. Et puis, il n'y a pas que ça parce que l'huile de coco est souvent aussi utilisée dans les plats entiers. Voilà, par exemple, pour les fritures de poisson, entre autres. Donc, au lieu d'utiliser le beurre ou l'huile de tournesol, on utilise l'huile de coco. Voilà, c'est naturel, en plus, c'est bio. C'est vrai que les plats entiers sont souvent à base de produits de la mer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, justement, c'est la base de leur plat chaud. Par exemple, il y a la fricassée de lambi. Alors, lambi, c'est quoi, Élise? Le lambi, c'est un mollusque marin qu'on trouve partout sur les côtes antillaises. Donc, on prépare ça avec de la poudre de colombo, de l'ail, des oignons, du thym et de la pulpe de tomate. Et on sert tout ça accompagné avec des haricots rouges. Oui, ça donne faim. Et puis, tu sais, les plats antillais, ils ont pour point commun un assaisonnement à base de piment. C'est pour relever le goût. Parce que les Antillais, ils aiment bien manger épicé. Donc, à la suite de ces bons plats chauds que je viens de citer, eh bien, on termine par un bon dessert, comme par exemple le tourment d'amour dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, je te propose donc de regarder comment ça se prépare, le tourment d'amour. Et tout ça grâce à la caméra de notre collègue Kenji Onyari. On regarde le reportage. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration du tourment d'amour. Le tourment d'amour, c'est un dessert qui se mange, c'est surtout pour les amoureux. Ça peut se faire au coco, à la goyave, au chocolat, à toutes sortes de confitures. Voilà. Il vous faut de la pâte brisée, il vous faut de la farine, il vous faut du sucre, il vous faut des œufs, il vous faut une crème qui a été faite. Voilà. Il vous faut aussi de la confiture de coco qui a été réalisée. Et on va vous préparer ça. C'est très rapide. On va alors commencer par préparer la pâte. On va étaler la pâte. On va prendre un morceau. Ça suffit largement. C'est très rapide à réaliser. La pâte, elle est étalée. Après, vous le mettez dans ce que vous voulez. Moi, j'ai préparé un plat Tefal de ce genre-là. On peut le faire avec des cœurs, on peut le faire avec ce qu'on veut. C'est vraiment quelque chose de... Une fois que vous avez préparé tous vos ingrédients, ça se prépare en 5 minutes. N'oubliez pas, avant de faire quoi que ce soit, vous mettez vos fours à chauffer, 7 degrés, pendant que vous préparez votre préparation. Ici, nous allons nous mettre une crème pâtissière qu'on a fait à l'avance. Parfumez bien votre crème pâtissière avec tout ce qu'il faut. N'oubliez pas de mettre un petit peu de rhum qui donne du goût. Voilà, on étale bien la pâte.
on étale bien la crème pâtissière au fond, sur la pâte. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous mettez la confiture de coco qui a été faite après la veille aussi, pareil. Là, ce que je prépare, c'est pour à peu près 8 personnes. 8 à 10 personnes. Alors, pour réaliser la génoise, je vais vous le dire tout de suite. Il faut 4 œufs. On sépare le blanc de jaune. Ici, on met le blanc. Le jaune à part. Le quatrième. Ici, on met 125 g de sucre qu'on va mettre avec le jaune. Maintenant, on va faire monter le blanc en neige. Avec un petit pincé de sel, bien sûr. Le blanc, il est bien monté, vous voyez, il ne tombe pas. Hein. On le met de côté et maintenant on va travailler le sucre et le jaune d'œuf. Pareil. On va faire blanchir le jaune d'œuf avec le sucre. Voilà. Ça a été blanchi. Maintenant, on va mettre la farine. 65 g de farine. On va mettre 2 cuillerées à café d'essence de vanille. Pour donner du goût, bien sûr. Hein. Et on retravaille. Maintenant, dans cette préparation que nous avons faite, nous allons ajouter le blanc d'œuf. Et nous allons travailler le blanc d'œuf sans trop l'écraser. La dernière étape, et nous, voilà, on va couvrir la préparation avec la génoise. Terminé. On met au four 25 à 30 minutes. Ok? On le met au four. Et on attend. Ben voilà, une demi-heure plus tard, notre gâteau se réalise. Hein, nous allons le couper.
Voilà, il n'y a plus qu'à vous servir et goûter. Coup de sabon, bien sûr. Voilà, alors donc pour les amoureux de la Calédonie, donc un tourment d'amour à offrir à vos hommes, n'est-ce pas Anna? Et puis la Saint-Valentin est déjà passée, mais c'est pas trop tard pour faire plaisir, on va dire, pour prouver votre amour, mesdames, à votre mari. Voilà, merci Anna pour ce délicieux dessert et on se retrouve tout de suite. Tu pars pas, tu restes avec nous pour la rubrique « On s'occupe de vous ». Alors Anna, te revoilà pour la rubrique « On s'occupe de vous ». Donc pour une dernière fois de la journée, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui va sensibiliser les gens et faire appel à leur bonne volonté et leur générosité. Je veux bien sûr parler du Téléthon. Donc, je te redis pas bonjour, voilà, recoucou, me revoilà. Donc, on va parler voilà, du Téléthon, comme tu dis. Pour commencer, on va peut-être refaire un peu un historique. Okay. Alors, Téléthon, ça vient d'où ce mot-là? Eh bien, c'est tout simplement une contraction des mots télévision et marathon. Donc, ça donne Téléthon. Et c'est un programme télévisuel de 30 heures, au départ, qui était donc fait dans le but de recueillir des fonds pour une œuvre caritative. Et le concept, eh bien, il est né en Amérique en 1950 et c'était pour aider tout d'abord les malades de poliomyélite. Alors, poliomyélite, c'est une maladie, en fait, c'est une paralysie des muscles. Ensuite, le Téléthon, il est souvent organisé avec de nombreux artistes. Il y a des chanteurs, des musiciens, des comédiens. Et donc, ils soutiennent en fait la cause et ils appellent le public à faire des dons. Donc, comment ça se passe? Eh bien, les promesses de dons, elles sont recueillies via un standard téléphonique qui est composé de bénévoles. Et donc, il y a un compteur qui est situé sur le plateau et qui affiche petit à petit le montant qui est recueilli au fur et à mesure que les gens font des promesses de dons. Alors, en France, eh bien, le concept, lui, il est né plus tardivement, en 1987. C'était avec l'Association française contre les myopathies, l'AFM. Et c'était là aussi pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Donc, là, les myopathies, la myotonie de Steiner, principalement. Mais il y a aussi d'autres maladies génétiques rares. Et ici, chez nous, donc en Nouvelle-Calédonie, eh bien, le premier Téléthon, lui, s'est fait en 1994. Et comme en France, eh bien, c'était pour récolter des dons aussi, pour financer la recherche, toujours contre les maladies génétiques rares. Et juste pour donner quelques chiffres, Élise, en 2012, le Téléthon, il a récolté 18 millions de francs CFP. En 2013, 17 millions de francs. Donc, comme on peut le voir, eh bien, les Calédoniens sont généreux, ils donnent. Voilà, effectivement, donc ce sont de belles sommes. Alors, Anna, est-ce que tu peux nous dire quel genre de maladies sont visées par rapport au Téléthon? J'en ai déjà cité quelques-unes, mais bon, il y en a d'autres, comme l'amyotrophie spinale. Donc, c'est le nom qui est donné à un groupe de maladies en fait, héréditaires, donc, qui est caractérisé par une faiblesse et une atrophie des muscles. Alors, ces maladies-là se transmettent de génération en génération, à condition que les deux parents en fait, soient atteints. Il y a aussi la myopathie des ceintures. Alors là, ça se manifeste par une diminution progressive de la force des muscles, mais du bassin cette fois. Donc on appelle ça la ceinture pelvienne. Et ça touche aussi les muscles des épaules, donc la ceinture scapulaire. Pour en revenir aux dons, eh bien, les dons qui sont récoltés par le Téléthon, ils sont pour la plupart donc, pour toutes ces maladies neuromusculaires. Et puis parce que ce sont des maladies rares, que ce soit ici ou partout dans le monde. Et en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas souvent de concert musique pour le Téléthon. Par contre, on a une autre manière de faire ici avec le Téléthon. C'est vrai qu'ici, on aime le sport. Les Calédoniens sont sportifs, ça on le sait. Donc, et puis tous les moyens sont bons pour récolter des dons. Donc voilà, nous on préfère... faire animer le Téléthon avec le sport, que ce soit donc course à pied, à cheval, natation, randonnée pédestre, tout ce que tu veux.
Mais pour l'heure, moi je te propose de regarder le reportage qui a été tourné du côté de Poindimier, parce que là-bas aussi, ils ont tenu donc à participer au Téléthon. Et là, pareil, ça s'était fait sur 2 jours. Hein. Il y avait un marché nocturne le vendredi, donc avec divers stands habituels, et une urne donc, qui était disposée pour le public pour mettre des dons. Et le lendemain, là, c'était une journée plus sportive. Hein. Il y avait du beach volley, il y avait du football, il y avait du basket, de la pétanque, voilà. Et tous les fonds récoltés ce jour-là, c'était destiné au Téléthon. Donc, je vous propose de regarder le reportage. On va du côté de Poindimier. Bonjour à tous. Bonjour aux gens du village. Nous avons des brochettes avec le Central Basket. Bonjour tout le monde. Et bonjour aux gens du district de Bailly. Bonjour Tantine Rose et merci de nous avoir emmenés de si beaux vêtements. Sachez, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui démarre l'opération Le Téléthon. Donc, en termes de Téléthon et de participation pour la recherche médicale notamment, vous avez l'urne, la boîte qui va recueillir tous les dons, ici avec l'OCM et le comité organisateur. Donc, l'équipe, le comité organisateur, l'OCM, vous souhaite donc la bienvenue et bon marché nocturne tout le monde. Alors le marché nocturne, il faut juste savoir qu'il a été initié au départ avec le réseau Bienvenue à la ferme. Donc en fait, l'idée c'était que la population, que ce soit particulier, association, puisse venir vendre, exposer ce qu'ils ont cultivé pendant l'année. Donc ça part des produits locaux, produits de la terre, ça peut être des produits de la mer, ça peut être aussi des plantes vertes, tout comme ça peut être aussi des exposants qui viennent en dehors de Poindimier pour vendre du linge. Alors la particularité de ce marché nocturne, en fait je vais juste préciser une chose, c'est que les marchés nocturnes, il y en a 4 dans l'année, soit 1 par trimestre. Et la particularité de celui qui se tient ce soir, c'est simplement que nous avons adossé à la manifestation au marché nocturne le Téléthon. Donc on a commencé, la commune a commencé à participer déjà l'année dernière à ce niveau-là. Donc ça a été la même formule, c'est-à-dire que l'urne du Téléthon, on l'emmène sur le marché nocturne. Les gens, s'ils veulent y participer, viennent, emmènent leurs dons dans l'urne qui est prévue à cet effet. C'est très important parce que en fait, les maladies, si j'ai bien compris le Téléthon, ce sont des maladies rares et personne n'est à l'abri de ces maladies-là. Donc aussi bien quelqu'un de la famille ou quelqu'un des amis ou autres peuvent attraper des maladies incurables ou rares ou des choses comme ça. Et donc c'est important pour chacun de nous d'y participer. C'est pour cela que la commune de Poindimier a souhaité participer à cette action. Une action d'envergure nationale, il me semble, pour conscientiser et sensibiliser la population sur l'existence des maladies rares. Pour nous, l'important déjà de participer à cette soirée nocturne, c'est déjà de donner une partie de notre recette pour la recherche donc, avec le Téléthon. Donc c'est pour ça qu'on a été heureux d'être présents
et de pouvoir faire une bonne action, on va dire, à la recherche donc, au niveau de la santé. En participant donc, à cette marché nocturne, là, c'est donner donc, une partie de nos bénéfices au Téléthon. Donc on a fait du bami, oui, on a fait un poulet soyo, on a fait des gâteaux comme ce qu'on appelle les lapes, ici ce qu'ils appellent aussi les gâteaux claquettes avec les plusieurs couches de couleurs. Là. On a ce qu'on appelle les vache, c'est nous, c'est le gâteau riz et caramel, il y a ça. Et après plein de petits gâteaux aussi indonésiens. Oui, moi je considère que c'est important pour la recherche médicale déjà. On est tous concernés, je suppose, au niveau de voilà, tout ce qui est santé. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc moi je trouve que même si des fois ce n'est rien, c'est le geste déjà qui compte de pouvoir donner une partie. Si tout le monde pouvait donner déjà, ne serait-ce 100 francs, je pense que ça pourrait faire déjà un grand pas dans la recherche. Oui, justement, demain avec l'OCSL, on a décidé de faire une journée sportive. Donc il y aura plusieurs disciplines comme le beach volley, du foot, et du basket, de la pétanque et aussi de l'initiation au kayak. Donc voilà, également pour le Téléthon, comme c'est le week-end du Téléthon, on a décidé de faire tout ce qui est inscription. Ça partira directement dans l'urne du Téléthon. Voilà, je pense que c'est une bonne idée hein, de récolter des dents, on va dire, par le sport. Oui, parce que non seulement déjà, bon, ça contribue à nous rester en bonne santé déjà, et puis en même temps, voilà, on fait un bon geste, on contribue donc à aider la recherche médicale pour toutes ces maladies rares, hein, parce que ça peut toucher tout le monde, que ce soit ici ou ailleurs, on n'est pas à l'abri. Et puis il y a beaucoup d'associations, d'instituts, d'organisations qui se manifestent comme ça pour justement aider toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Donc on peut remercier toutes ces personnes, ces bénévoles qui œuvrent dans ce sens-là. Alors, Anna, est-il possible justement de faire encore on va dire, des dents à cette période? Oui, c'est possible. Tu fais bien de poser la question, hein, parce que voilà, il n'y a pas que le jour du Téléthon qu'on peut donner. On peut encore donner. Donc, si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre contact donc, avec M. Robert Acapé. Donc, un numéro, c'est le 77 25 00 ou le 28 10 40. Et lui, eh bien, vous informera, vous donnera tous les renseignements que vous désirez avoir. Voilà, donc merci Anna. Et puis, vous pouvez faire un don si vous voulez. C'est encore possible, Anna vient de le dire. Donc merci, on se retrouve écoute, à demain pour l'agenda du pays. Et encore une fois, la chronique, on s'occupe de vous. À demain. À demain, Elise. À demain à tous. Et c'est justement avec Anna que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve encore une fois demain pour le dernier jour de la semaine.